Bonjour et bienvenue dans les 4V, Jean-Michel Blanquer. Bonjour Thomas Soto. Vous avez passé 5 ans au ministère de l'Éducation, longévité record, c'était pendant tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis l'aventure politique s'est arrêtée. Depuis, vous n'aviez quasiment pas parlé. Aujourd'hui, vous venez de créer avec Veolia Terra Academia, qui est une école de la transformation écologique, présente à Paris et aussi à Arras, bientôt dans le Calvados également, pas loin de Deauville. En quelques mots, elle va servir à quoi? C'est quoi l'ambition de cette école? Bien, le but, c'est de former aux métiers dont on a besoin pour la transformation écologique. Chacun sait qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont liés à ça. En réalité, il y a 8 millions d'emplois, de ceux qui nous écoutent en particulier, qui vont évoluer pour tenir compte de la transformation écologique. Et puis, il va y avoir des créations d'emplois, 400 000 emplois créés autour de la transformation écologique. Donc c'est adapter l'offre à la demande, en fait? Absolument. C'est le fait d'être très concret, très pragmatique. Par exemple, c'est dans le cas d'Arras, où nous avons commencé. Il s'agit de regarder les besoins locaux et de voir quelles formations sont nécessaires et de le faire avec les acteurs locaux. Alors vous avez donc choisi de passer par un acteur privé, Veolia. Est-ce qu'en creux, ça veut dire que pour être bien formé aujourd'hui, il faut passer par le privé en France? Non, il faut l'alliance complète du public et du privé. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il y a Veolia, bien sûr, qui est moteur, mais il y a d'autres entreprises comme EDF ou d'autres qui sont d'intérêt général de toutes les façons. Et puis, on a besoin de s'appuyer sur les collectivités locales, la région, la commune en particulier. Et puis, on a besoin d'avoir tout le monde. Vous savez, c'est tous les Français qui sont concernés, que vous soyez dans le public ou dans le privé. Donc, c'est une sorte de grande alliance générale pour l'accélération de la transformation écologique, qui est porteuse d'emploi, qui est porteuse de qualité de vie, qui est porteuse tout simplement de meilleure vie pour notre société. Jean-Michel Blanquer, vous connaissez les problèmes de l'école par cœur, d'incidents en faits divers, de drames à atteinte à la laïcité. On a le sentiment que l'école de la République va de plus en plus mal. Pourquoi? Souvent, elle est le reflet de ce qui se passe dans la société. Si vous prenez les faits dont vous venez de parler, souvent, ils sont le reflet de problèmes qui existent dans la société, qui sont importés dans l'école. Ce n'est pas l'école elle-même, en quelque sorte. Mais pendant longtemps, ils sont restés à la grille des écoles, les problèmes de la société. Il y a toujours eu un petit peu de ça. Je suis bien placé pour le savoir. Simplement, il faut toujours une grande fermeté par rapport, notamment aux problèmes de violence ou d'atteinte à la laïcité. C'est la ligne que j'ai poussée à partir de 2017. Il ne faut jamais montrer le moindre infléchissement, le moindre zigzag par rapport à ça. C'est pour ça que je suis toujours celui qui est derrière la ligne de fermeté. C'est la seule, et c'est d'ailleurs celle dont les adolescents ont besoin. Il y a des grandes formules, il y a des grandes phrases, mais est-ce qu'au fond, le pas de vague n'a pas gagné? Non, et c'est une lutte permanente. Vous savez, quand je suis arrivé en 2017, j'ai dit le pas de vague, c'est fini. Ça ne voulait pas dire que ça allait se finir du jour au lendemain, parce que c'est quelque chose qui est parfois dans les esprits. On a augmenté la culture du signalement, on a créé des équipes pour venir en appui des établissements. On a dit à tous les professeurs de France, s'il y a un problème, signalez-le. Et bien entendu, tout ceci ne résout pas tout du jour au lendemain. En revanche, c'est un état d'esprit, est important pour le pouvoir exécutif, pour le ministère, de dire que c'est ça la doctrine, c'est le cas, et donc il faut désormais que chacun se prenne en main sur cette question. Vous êtes très attaché à la laïcité. Je parlais du pas de vague parce que je voulais prendre le cas du proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris, qui est parti en retraite anticipée après avoir été menacé de mort par 3 élèves qui refusaient d'enlever leur voile. Et ben dans un premier temps, on a quand même voulu nous faire avaler que c'était un départ pour convenance personnelle. C'est quand même un peu gros, ça, non? Oui, alors je ne veux pas rentrer dans le détail de cette affaire. Non, en mais réalité, c'est la symbolique, c'est pas cette affaire en tant que telle, c'est la symbolique. Je pense que, bien sûr, enfin, il me semble qu'à la fin, l'institution n'a pas cédé, que les sanctions, il y a des poursuites, me semble-t-il, contre les personnes concernées. Il est parti à la retraite anticipée. Oui, je n'ai pas de grands commentaires à faire sur cette affaire en particulier. Non, mais il y a 20 ans... Ce qui est certain, c'est que de façon générale, il y a nécessité d'afficher une ligne de fermeté, et que c'est l'institution, évidemment, qui doit avoir le dernier mot. C'est évident. Vous connaissez évidemment le livre « Les territoires perdus de la République », qui a été publié il y a plus de 20 ans sur les atteintes à la laïcité dans les quartiers. Aujourd'hui, on se demande s'il n'y a pas les élèves perdus de la République. On en est là ou c'est une vision trop pessimiste des choses? Alors, il y a deux choses. D'abord, le sujet est très grave, je ne le minimise pas. De l'autre, il faut faire attention aussi à ne pas dépeindre l'ensemble de la situation comme étant caractérisée par ces problèmes. Heureusement, vous savez, j'ai visité des centaines d'écoles, de collèges et de lycées dans ma vie. Heureusement, il y a des choses qui fonctionnent en France. Il faut savoir le dire et rester... Il faut dézoomer un peu, c'est ça? Il faut, oui. C'est normal, l'actualité sans arrêt insiste sur les faits de violence. Ils sont réels, je ne les minimise pas. Il ne faut pas non plus faire un tableau catastrophique de tout. Maintenant, sur les faits réels, ils sont souvent scandaleux, honteux, ça nécessite donc de les prendre à bras-le-corps. C'est pour ma part ce que j'ai fait quand j'étais au ministère. Regardez tous les coups que j'ai reçus lorsque j'ai pointé du doigt ces problèmes, lorsqu'on a commencé à les résoudre,
lorsqu'on a pris des mesures. J'ai fait des radiations de personnel, par exemple. J'ai eu à affronter beaucoup d'orages par rapport à ça. Mais il ne faut jamais dévier de cette ligne. Et c'est évidemment mon conseil au gouvernement. Alors, vous avez aussi pris des mesures pour la refonte des enseignants quand vous étiez en responsabilité, avec la mise en place du concours des professeurs à Bac+5. Mais on sait depuis le mois dernier que le concours pourra désormais être passé à Bac+3. Il y a aussi tous les contractuels qui sont recrutés à la va-vite, souvent à la fin du mois d'août, parce qu'il manque des places, il manque des postes. On dit aussi, c'était ce matin, que le niveau du CAPES de maths qui permet d'enseigner au collège et au lycée est consternant. Est-ce qu'on brade la formation des enseignants aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer ? Non, ce qui est très important, c'est surtout de susciter de l'attraction et de la vocation. C'est pourquoi... Ça ne vous chiffonne pas quand vous dites on va mettre le recrutement à Bac+5 et que 2 ans après on dit bon non, finalement on va passer à Bac+3 ? Non, écoutez, honnêtement, ce point-là n'est pas le point le plus important, puisque même si c'est à Bac+3, ce qui est important, c'est qu'ils continuent à être formés par la suite. Donc, c'est pas un sujet sur lequel je trouve qu'il y a un grand débat à avoir. Le grand débat, c'est est-ce que, dès le début, ils sont bien formés ? Et donc, c'est pour ça qu'on avait créé, et que ça existe maintenant fortement, des classes préparatoires aux professeurs à des écoles, c'est-à-dire l'idée qui reprend un peu la bonne tradition des écoles normales, si vous voulez, où après le baccalauréat, des jeunes qui ont une vocation sont amenés tout de suite à être formés, notamment en français et en mathématiques, et donc à avoir les savoirs fondamentaux, une capacité à transmettre les savoirs fondamentaux. Plutôt que finalement avoir des formations très hétérogènes et ensuite, seulement après Bac+3, de se spécialiser. Donc ça, je crois que c'est la perspective qui est dressée. En réalité, c'est cela le sujet principal, avec des bons salaires pour les professeurs, bien sûr. Et là aussi, on a amorcé quelque chose quand même s'il y a encore du chemin à accomplir. Il faut sanctuariser le budget de l'éducation nationale. C'est un peu dans l'actualité. Vous savez, il y a des coupes budgétaires en ce moment. Il y a des économies à faire sur bien des sujets, mais surtout pas sur l'éducation nationale. Et pas sur les heures supplémentaires, parce qu'il a été question de supprimer les heures supplémentaires des profs. Oui. Finalement, le gouvernement a rétropédalé. C'était une erreur, et je pense que, vous savez, le Premier ministre a dit qu'il portait le sujet de l'éducation nationale avec lui. Je pense qu'il faut faire attention, emporter le sujet de l'éducation nationale, c'est pas de faire des annonces tous les jours, ou de recevoir le proviseur, etc. Ça, il y a un ministre de l'éducation nationale pour faire ça. En revanche, c'est de garantir que le budget est sauvegardé. Et ça, donc, il faut éviter les zigzags. Il y a trop de com' aujourd'hui autour de l'éducation nationale ? Je pense qu'il faut, en effet, du long terme, le sens d'une ligne droite et il faut que la ministre soit bien en charge de cela. Vous dites qu'il faut une ligne droite. Vous avez été très critiqué après votre départ du ministère, après avoir été pendant longtemps encensé. Et vous avez d'abord été remplacé par un ministre, Pap Ndiaye, qui a fait à peu près exactement le contraire de ce que vous vouliez mettre en place. Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que ça vous a blessé ? Est-ce que ça vous a fait douter ? Non, vous savez, j'écrirai un livre à la fin du mois d'août pour parler de ces choses-là, donc je raconterai à ce moment-là, mais il est tout à fait loisible au chef de l'État de changer de cap, simplement. Je pense qu'il est, indépendamment de la personne de Pap Ndiaye, ce qui est très important, c'est de ne pas avoir de zigzag. Et là, il y en a une ligne. Il y a eu, clairement, sur les signaux envoyés, en tout cas, il y a eu le sentiment qu'on passait d'une ligne directrice qui était tout de même une ligne, disons, très attachée aux valeurs de la République et au respect de la laïcité, à une ligne qui était plus molle sur cette question, c'est évident. Et donc après, on a eu l'impression de... Donc ça n'est pas cela qu'il faut. Ce que nous avions vu avec le président, c'est qu'il fallait sur 10 années la grande réforme de l'éducation nationale. C'est ce qui s'est passé en grande partie. Vous savez, l'école primaire a été vraiment refondée sur les savoirs fondamentaux. On commence à voir les premiers progrès. Dans certaines évaluations internationales, ça commence à se voir. Simplement, il faut du temps pour cela. Il faut du calme aussi. Et il faut une route droite, c'est ce que vous avez dit depuis le début. D'un mot pour finir, vous êtes aussi le président du Laboratoire de la République qui a sorti le 29 avril un ouvrage collectif gratuit sur Internet qui s'appelle Europe, maîtriser notre avenir, les voies du renouveau. Quelle est l'ambition de ce livre ? L'ambition est de se poser une question fondamentale qu'on doit se poser au moment des élections européennes, qui est que l'Europe nous aide ou pas à maîtriser notre avenir ? Et c'est à l'aune de cette question que l'on peut juger l'Union européenne. Or, il y a des réponses positives et des réponses négatives à apporter à cette question selon les sujets que l'on regarde. Si vous regardez par exemple les questions de défense, aujourd'hui on a besoin d'avoir une beaucoup plus grande coordination européenne, d'être capable d'être un vrai pilier européen de défense vu les menaces considérables qu'il y a aujourd'hui. Et c'est très important qu'à l'avenir, par exemple sur les industries liées à la défense, nous soyons capables d'être plus européens avec nos voisins. C'est pas fini pour vous la politique là ? De toute façon, j'espère que ça est fini pour personne, si vous voulez. C'est-à-dire que la politique, c'est pas un sujet... J'ai jamais vu la politique comme un métier, si vous voulez. Pour moi, nous sommes tous, ceux qui nous écoutent, moi-même, des citoyens. Il faut s'intéresser à cela. Et puis, il faut avoir un métier. Et il faut un métier qui est autre que la politique. De temps en temps, on fait de la politique d'en reparler. Et on revient. C'est Merci pour ça beaucoup, que Jean-Michel je suis Blanquer. aujourd'hui encore dans la formation. Vous avez voté pour qui aux européennes ? Pour Renouveau ? Justement, je ne fais pas de la politique dans ce sens-là. Vous ne dites pas que vous voterez pour la liste de la majorité ?
Non, je n'appelle pas à voter. Je pense que je ne suis pas en ce moment en train d'être dans des fonctions politiques. Donc mais j'ai évidemment mes convictions et elles sont connues. Europe, maîtrise notre avenir, les voies du renouveau, c'est cet ouvrage disponible gratuitement sur Internet. Merci d'être venu nous voir ce matin, Jean-Michel Blanquer, et bonne journée à vous. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci également à Nathalie Baton pour la traduction en langue des signes. Dans quelques instants, c'est Kamel le magicien qui va venir nous émerveiller. Avant cela, toute petite pause et on revient.